Une session un peu particulière puisqu'elle a lieu une semaine après la classe inversée. Merci de bien avoir voulu reporter. On a avec nous Guillaume Verret qui est enseignant d'histoire et géographie à Rabat, au Maroc. Mhm. Et on va avoir la chance de pouvoir t'écouter sur une intervention qui concerne en fait un sujet dont on ne parle pas toujours en fait quand on parle de classe inversée ou d'hybridation, c'est Oui. l'inclusion et la prise en charge des EBEP. Donc, je suis plus qu'intéressée puisque le sujet pour nous, il est d'une actualité folle dans beaucoup d'établissements du réseau, mais j'ai envie de dire tout à chacun, à n'importe quel moment, et hâte de découvrir ce que tu vas nous apprendre. Je te laisse la parole et puis vous êtes bienvenus pour poser des questions dans la boîte de chat que je relayerai au fur et à mesure de l'intervention de Guillaume. Merci Voilà. Guillaume et libre à toi de Ben, rajouter des éléments que j'aurais pu oublier. très bien, merci. Mais déjà, merci au réseau MLF Monde de créer ce moment d'échange, de mutualisation autour, alors à la fois effectivement des classes inversées, mais aussi finalement de toutes les thématiques connexes qui peuvent y être liées. Voilà, je remercie aussi Alexandre Ballet, avec qui j'ai déjà pu travailler plusieurs années auparavant, aussi de de m'y avoir invité. Donc, effectivement, j'ai proposé cette thématique. Alors, vous allez voir en fait que je vais quand même pas mal parler de moi parce que c'est un retour d'expérience. Mais finalement, la thématique est pas du tout innocente. Alors, certes, elle est ancrée dans un contexte qui concerne aujourd'hui tous les établissements. Voilà, ça va être un retour d'expérience, donc très ancré sur finalement de l'expérimentation en classe. Euh, voilà, et puis vous n'hésiterez pas à poser des questions, hein, c'est-à-dire que comme toute expérimentation, elle a ses limites. Alors, je vais voilà, me présenter dans un premier temps. Donc, effectivement, je suis enseignant en histoire-géographie, éducation civique au lycée Descartes à Rabat, au Maroc. Voilà, je suis arrivé au Maroc l'année dernière. Auparavant, j'étais dans l'Académie de Bordeaux et j'ai pu remplir un certain nombre de missions, à la fois du côté numérique éducatif, comme chargé de mission à la mais aussi comme professeur ressources école inclusive au sein de l'Académie. Alors en fait, l'origine de la thématique, elle date d'avant toutes ces missions, euh, puisque c'est d'abord un questionnement qui a été issu de la pratique, de ma pratique d'enseignant. Et je pense que tous ceux qui s'intéressent à l'école inclusive généralement et à l'adaptation pour les élèves à besoins éducatifs particuliers ont tendance à se poser énormément de questions. J'y reviendrai parce que ça change quand même beaucoup la posture. Voilà, donc en classe, donc là, le questionnement, il remonte quand même à 2014, hein, donc c'est vraiment pas récent. En fait, j'avais deux élèves qui présentaient des troubles du spectre autistique en classe. Alors, ce n'étaient pas mes premiers élèves à besoins éducatifs particuliers, j'en avais eu d'autres auparavant, voilà, des élèves présentant des troubles spécifiques des apprentissages, dyslexie, dysorthographie. Mais finalement, ce sont ces deux élèves qui m'ont amené finalement à changer totalement ma manière d'enseigner parce que j'avais la sensation de passer totalement à côté d'eux et je me sentais finalement assez démuni. D'autant plus qu'à l'époque, donc je pratiquais finalement ce que font beaucoup d'enseignants et ce qu'on m'a appris au début, c'est-à-dire un cours dialogué, dans la grande majorité des cas. Alors ça ne veut pas dire que forcément le cours dialogué n'est pas pertinent, hein, bien au contraire, mais nécessaire dans certains, dans certains comment dire, quand on vise un certain nombre d'objectifs, mais par rapport justement à ces deux élèves qui présentaient des troubles autistiques, je me retrouvais en difficulté et notamment j'ai pu, en me questionnant, me rendre compte que je n'avais pas assez d'interaction avec ces élèves et puis les élèves en général. La difficulté aussi d'évaluer les obstacles aux apprentissages et donc du coup avec le corollaire de me poser la question comment je pouvais les aider, comment je pouvais étayer au quotidien de ces élèves et puis de manière beaucoup plus simple finalement. Il faut que je sois plus à leur côté, ça c'était vraiment, voilà, je m'étais rendu compte de cette nécessité, mais comment faire? Alors, comment faire avec eux? Mais une fois que je vais être plus à leur côté, comment faire aussi avec les autres élèves? Donc, quand je vais être assis à côté de mes élèves à besoins éducatifs particuliers, qu'est-ce que je vais proposer aux autres?
Donc ça, c'est le point de départ finalement de ce questionnement et finalement qui va nous amener à la thématique de ce webinaire. Finalement, quelle situation d'apprentissage mettre en œuvre pour répondre à ces défis? Et c'est là que je me suis tourné vers la classe inversée. Donc, à l'époque, je me suis rapproché d'un certain nombre de personnes qui étaient déjà dans l'expérimentation, déjà dans l'inversion. Et voilà, j'ai pu mettre en place notamment un site, voilà, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de NT dans mon établissement, un site justement pour mettre en œuvre la classe inversée. Alors, la démarche, elle va être la suivante quand même, puisque finalement, il y a toute une démarche que j'ai dû mettre en place et qui vont nous amener justement à la thématique globale. Déjà, dans un premier temps, s'engager dans un enseignement inversé et plus inclusif, quels vont être les enjeux? Déjà, se questionner par rapport à ça. Ensuite, quel modèle de classe inversée choisir parmi tous ceux qui existent, puisqu'en fait, je me rappelle au début, on parlait beaucoup de la classe inversée, mais en fait, on a plusieurs modèles d'inversion possibles, voire même on parle maintenant depuis plusieurs années de classe renversée. Ensuite, une fois qu'on a mis en place son inversion, comment mettre en œuvre la différenciation et surtout l'adaptation des apprentissages pour les élèves à besoins éducatifs particuliers dans le cadre d'une inversion pédagogique. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir effectivement s'il y avait une réelle plus-value et est-ce que c'était un environnement plus facilitateur pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors, bon, il s'avère que j'avais mis en chantier beaucoup de choses parce qu'il fallait aussi que je regarde, que j'étudie et que j'évalue finalement quels effets ça avait aussi sur les élèves ordinaires. Voilà. Et donc, je vais rapidement finalement présenter ma démarche en classe inversée et plus me concentrer finalement sur les questions voilà, qui sont venues à moi au fur et à mesure que je les ai mis en œuvre et avec les observations qui ont été menées en classe avec des élèves à besoins éducatifs particuliers. Voilà, donc je vais y répondre au fur et à mesure à ces différentes questions. Et puis, vous n'hésitez pas via le chat à faire remonter vos questions. Il y a beaucoup de choses, 1 heure, bien entendu, ça va être juste une mise en bouche. Hein, c'est comme certaines capsules qu'on peut mettre en place, des capsules mises en bouche. Alors là, j'ai repris le travail justement d'Alexandre. J'espère qu'il ne m'en voudra pas sur les classes inversées, puisqu'il a fait une présentation assez efficace et rapide, et je vais passer rapidement puisque vous sortez de la semaine de la classe inversée, où en fait, bon, le schéma classique, effectivement, c'est qu'on passe finalement de l'enseignement en classe et apprentissage à distance et à la maison, on inverse finalement le schéma. Donc ça, c'est le schéma classique avec lequel j'ai pu commencer, et c'est pour ça aussi que j'ai parlé d'hybridation des apprentissages, puisqu'au final, la classe inversée est une hybridation. Donc là, vous pouvez reprendre les travaux de Marcel Lebrun ou encore d'André Tricot à ce sujet. Voilà. Avec différents modèles, donc je me suis pas mal questionné sur ces différents modèles. Vous avez par exemple, après le schéma classique, le cours à la maison et les exercices en classe. On a par exemple le niveau 2 avec le contexte à distance et la modélisation ensuite en classe. Ou encore un 3e niveau qui est beaucoup plus complexe, celui-ci, avec des recherches qui vont être menées dans un premier temps. Ensuite, les élèves sont amenés à faire émerger des hypothèses, à créer un conflit cognitif, une interrogation sur la thématique abordée, un apport théorique, et ensuite les compétences dites de haut niveau avec l'application et le transfert de ce qui a été vu auparavant. Alors, ça, c'est déjà une première petite présentation pour bien comprendre qu'il y a plusieurs schémas de classe inversée et que ce que je vais vous présenter, moi, en fait, s'inscrit dans une démarche personnelle voilà, qui est liée à mes questionnements. Donc, c'est-à-dire pas d'outils clés en main, mais plutôt des éléments de réflexion qui vont vous être donnés aujourd'hui. Ensuite, il y a les enjeux de l'école inclusive. Alors déjà, juste pour qu'on soit d'accord, voilà, c'est un document que j'aime bien montrer justement pour qu'on soit d'accord sur les élèves à besoins éducatifs particuliers, qui est un concept qui est apparu dans les années 70, c'est un concept anglo-saxon. En France, pendant longtemps, on a été dans la situation de handicap, essentiellement, la loi de 2005.
Cette notion d'élève à besoins éducatifs particuliers, elle nous permet finalement d'englober des profils très divers d'élèves qu'on peut retrouver au sein de nos classes. Les plus connus, bon, bien sûr, c'est la situation de handicap physique, sensoriel, psychique, mental. On a les troubles et l'apprentissage. Généralement, parmi eux, les plus connus sont les troubles dits troubles 10, troubles de l'attention, troubles envahissants du développement. Mais on a aussi des élèves qui peuvent être en rupture scolaire ou aussi qui sont allophones. Alors là, je sais qu'à l'étranger, bien entendu, c'est le cas, mais en France, par exemple, j'ai pu travailler dans une structure dite UPE2A avec des élèves allophones arrivants ou encore des élèves issus de familles itinérantes. Donc, on a et les élèves intellectuellement précoces aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc, finalement, on a des profils très, très variés qu'on peut retrouver d'ailleurs bien souvent dans nos classes. Voilà. Donc déjà, en soi, l'école inclusive, elle va nous amener à nous interroger sur les particularités de nos élèves et sur les différents fonctionnements, qu'ils soient cognitifs, psychosociaux, etc. Là aussi, petit point rapide, hein, bien entendu, parce que là aussi, s'intéresser à l'école inclusive et à l'adaptation des apprentissages, c'est une posture philosophique qui part du principe que la différence est source d'enrichissement. Vous verrez, je vais en parler assez régulièrement. Et il est vrai que, vous voyez, hein, déjà, le point de départ de ma réflexion a été l'observation menée avec des élèves qui étaient en situation de handicap, hein, pour le coup, qui avaient une reconnaissance de handicap. Et c'est finalement, au travers de ce questionnement que j'ai amené à changer mes pratiques, et ça va ensuite concerner l'ensemble des élèves. L'inclusion, c'est un système qui s'adapte aux besoins de l'élève, et donc c'est justement ce que je recherchais avec l'inversion, mais qui suscite des débats aussi. Et il est vrai que dans la classe, tout de suite, j'ai eu des remarques d'élèves par rapport justement à pourquoi cet élève a une évaluation différente et pas moi, etc., etc. Donc ça, on va voir comment on peut y répondre. Et ensuite, c'est une posture qui n'est pas sans risque parce que la différenciation, l'adaptation ne doit pas amener à une individualisation excluante. Voilà, parce qu'on a des élèves, effectivement, j'en parlerai, je donnerai un exemple concret tout à l'heure, peut juger que les adaptations qui sont mises en place le stigmatisent. C'est souvent une réflexion, moi, que j'ai pu entendre dans les échanges avec les élèves, dans le cadre notamment de la mise en place des plans d'accompagnement personnalisés. Aussi, quelque chose d'important, justement, le risque de considérer l'aide comme une finalité au détriment de la recherche d'autonomie. Là aussi, il faut y veiller dans les adaptations qu'on va mettre en place. Là encore, je vous montrerai un exemple, notamment en laissant le choix à l'élève des exercices. Je parlerai du tiers-temps notamment, donc d'un parcours aussi d'apprentissage qui peut être laissé au choix pour l'élève et ne pas l'enfermer finalement dans des aides, voilà, dans une liste à la Prévert un petit peu d'adaptation qu'on nous aurait indiqué par rapport à tel profil d'élève et éviter cet effet Pygmalion des fois qu'on pourrait avoir. Alors là, sur sollicitation des spécialistes et la surprotection, ça m'a moins concerné au départ, mais il faut quand même y veiller, effectivement, parce que je me rappelle au départ, notamment, on recevait quasiment presque des injonctions finalement des spécialistes, hein, qu'ils soient orthophonistes, généralistes ou autres, en nous demandant de mettre en place telle ou telle adaptation. Et finalement, des fois, ce réflexe qu'on pourrait avoir effectivement de se caler sur ces recommandations alors que nous sommes pédagogues et que justement on parle d'handicap en situation, de situation de handicap, et on va voir que l'environnement joue énormément dans justement les besoins éducatifs particuliers, les apprentissages. Si jamais vous voulez approfondir sur ce sujet, je vous conseille vivement les travaux de Christine Philippe, maître de conférence à l'INSHEA, d'où sont tirés d'ailleurs ces éléments, et notamment le document ici qui est assez connu pour faire la différence entre intégration et inclusion. Alors, autre chose importante aussi,
la différence entre compensation et accessibilité. Alors, c'est important parce qu'en fait, justement, ça permet à chaque fois de savoir sur quoi on va agir dans la classe et par rapport à nos élèves à besoins éducatifs particuliers, de quelles aides ils vont avoir véritablement besoin. La compensation, on le voit, donc là, c'est tiré des travaux de Christine Philippe. On a un obstacle qui restreint la liberté de l'élève d'accéder à son apprentissage. Donc, concrètement, un élève 10 qui a des difficultés de lecture ou d'écriture, et on va l'outiller, on va lui apporter une aide technique, ça peut être par exemple l'ordinateur, hein, on va voir des adaptations concrètes tout à l'heure, pour lui permettre d'accéder à l'apprentissage. Donc on est dans la compensation, ça peut être aussi une aide humaine, avec l'AESH par exemple, pour les élèves qui ont une notification de situation de handicap. En France, on dit MDPH, mais à l'étranger, ça peut être différent. Voilà. Donc ça, c'est la compensation. Il y a ensuite l'accessibilité. Alors l'accessibilité, on a la même difficulté, le même obstacle pour l'élève, sauf que cette fois-ci, on va jouer sur l'environnement. Alors c'est là où la classe inversée, l'hybridation est intéressant, parce que justement, on va changer l'environnement pédagogique de l'élève, parfois même radicalement, et il se peut qu'en changeant cet environnement, finalement, le trouble soit moins visible. Alors, il ne disparaît pas, on ne guérit pas d'un trouble, 10 par exemple, on développe des stratégies et il peut finalement, on peut se retrouver dans la situation justement où, voilà, dans telle discipline, le trouble en fait présente un obstacle, mais dans une autre, il ne le présente pas, et ça peut être en lien avec l'environnement pédagogique dans lequel l'élève se situe. Et on va voir que dans le cadre de l'inversion, on peut vraiment changer beaucoup de choses dans l'environnement pédagogique. Voilà. Donc, on a ce petit rappel, on va dire, théorique, ce cadre, hein, pour avoir bien conscience des enjeux. Et je vais vous présenter là, justement, moi, déjà, la réponse à la première question à l'époque, quel modèle de classe inversée? Alors, le modèle de classe inversée, pour moi, il évolue, il a beaucoup évolué, il continue d'évoluer, hein, c'est-à-dire que je ne suis jamais réellement satisfait. Et donc, là aussi, parce que ce n'est pas le sujet de cette heure, hein, qui va passer vite, je vais rapidement vous présenter en fait l'organisation de cette inversion. Voilà, donc ici. Voilà, donc j'ai ici choisi un exemple en histoire, hein, nous sommes en 4e, voilà, et finalement un chapitre qui va s'organiser en 3 temps, et j'ai repris ce modèle-là quasiment dans tous les chapitres. En fait, il est basé, ce modèle-là, sur les apports aussi en neurosciences, puisque nous avons travaillé à Bordeaux beaucoup avec Grégoire Bors, Olivier Houdet ou encore Jean-Luc Berthier. Donc c'est un cours d'histoire qui est quand même assez peu commun, dirons-nous, et qui démarre par un module de découverte avec la présentation des objectifs. Donc là, on est dans l'explicite ici. Hein. Donc voilà, connaissance des objectifs dès le début du chapitre. Ensuite, une phase préparatoire. Donc là, on rejoint un côté un peu classique de la classe inversée. Donc à la maison, préparation du cahier. Et ensuite, une vidéo. Je vous montrerai un petit extrait tout à l'heure de la capsule vidéo avec un questionnaire. Le retour en classe, ensuite, ce sont des exercices de mémorisation. Donc là, je rappelle, là pour l'instant, c'est pour tous les élèves. Donc là aussi, basé sur les retours, voilà, les expériences qui ont été faites en neuroéducation, donc qui finalement nous amènent à faire des exercices de mémorisation active, c'est-à-dire basés sur le questionnement dès le début du chapitre, donc avec des quiz. Alors moi, j'utilise Quizzes beaucoup pour travailler sur les essentiels, travailler sur les repérages spatio-temporels, travailler sur le vocabulaire spécifique pour finalement, ici, déjà dans un premier temps, vu que les prérequis des élèves sont très différents, on va dire arriver à harmoniser et pratiquer la différenciation dès le départ. Voilà, donc ça, c'est le premier temps. Alors déjà, par rapport à ça, j'ai déjà eu un questionnement par rapport à des élèves à besoins éducatifs particuliers, parce qu'on va voir que ce n'est pas parce qu'on va donner une capsule vidéo que c'est la panacée, hein, loin de là. Deuxième temps, le module d'apprentissage, donc avec une compétence, des activités en classe, et là, on va voir hein, justement toute l'utilité, puisque pour moi, c'était le but, c'était d'être plus à côté de mes élèves. Par rapport aux élèves à besoins éducatifs particuliers, j'ai du temps maintenant qui va être dégagé
pour m'asseoir à côté d'eux. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? C'est un temps d'activité, on le voit ici, hein, réponse à des questions clés, travail sur le brouillon, évaluation formative. Voilà. Et ensuite, un troisième temps, ici, troisième temps qui va être celui de l'évaluation avec un bilan personnel et des quiz de révision et aussi, j'en parlerai aussi tout à l'heure, la préparation de l'évaluation, donc généralement en quatrième, puisque le temps le permet, je passe 1 heure avec eux pour préparer l'évaluation. Et puis après, ben, si avant la fin de l'heure, ils sont prêts, ils peuvent soit la passer, soit préparer le chapitre suivant. Voilà. Donc ça, c'est la trame globale, voilà, que j'ai mis en place pour l'ensemble de mes élèves. Donc, je vais les reprendre un petit peu parce que finalement, très, très rapidement, j'allais dire même dès le départ, finalement, j'ai eu un certain nombre de questionnements, voilà, notamment sur la capsule vidéo. Alors, la capsule vidéo, bon, c'est un format court, hein, généralement c'est préconisé. Alors, au lycée, c'est un petit peu différent, hein, les formats sont plus longs. Mais là, au niveau collège, on est à 3-6 minutes. Généralement, au lycée, on ne dépasse pas 10-15 minutes. Difficile de faire moins. Qui doit contenir les essentiels du cours. OK, d'accord. Mais cette capsule qui est courte est parfois très dense en informations, en repères, en éléments sémantiques à retenir. Bon, l'avantage de la capsule, et c'est ce qui était présenté au début, et encore aujourd'hui d'ailleurs, comme étant l'une des vertus de la classe inversée, c'est que, bien sûr, on a une vidéo, on s'appuie sur la mémoire perceptive, sur ce qu'on appelle la double modalité cognitive, donc c'est-à-dire concrètement, on associe une connaissance à une image, et on sait que par rapport justement au passage dans la mémoire sémantique, ça favorise la rétention d'informations. Mais à l'époque, j'avais des élèves qui étaient en ULIS, unité locale d'inclusion scolaire, donc qui présentaient une grande majorité des troubles des apprentissages, qui étaient en situation de handicap. En fait, au début, quand je leur ai présenté la démarche, je les ai demandé de faire la capsule et le questionnaire en classe pour voir justement comment ils se saisissaient de cet outil. Et je me suis rendu compte avec mes observations qu'ils étaient très rapidement surchargés par le flot d'informations. Bien entendu, comparé à mes élèves ordinaires. Il fallait donc mettre en place un outil spécifique et donc adapté. Parce que la capsule vidéo, ça allait trop vite. Alors aujourd'hui, YouTube nous permet par exemple de mettre en place une vitesse de lecture réduite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut préconiser aux élèves. Alors, on sait que maintenant, ils ont tendance justement à accélérer les contenus vidéo, mais pour eux, il fallait le freiner. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait faire très attention à la durée. Donc, par rapport aux élèves à besoins éducatifs particuliers, effectivement, ne pas hésiter finalement à utiliser des capsules. Alors, je sais qu'il y a par exemple Canopé qui en propose voilà, des capsules de format réduit qui permettent de manière assez efficace d'aborder les essentiels des essentiels. Faire très attention au débit. Le débit moyen, on le voit, 120-160 mots à la minute. On peut avoir tendance sur une capsule vidéo à parler plus vite parce qu'on veut beaucoup en dire et parce qu'on veut tenir ce challenge des 3-4 minutes, mais ça peut être totalement contre-productif. Et d'autre part, je me suis rendu compte qu'il était très important de limiter la surcharge visuelle. Parce que oui, c'est effectivement une plus-value d'utiliser l'image, mais si on a une avalanche d'images, et des fois on voit certaines capsules qui sont dans cet excès, ça va être totalement contre-productif. Et donc là, on peut s'appuyer sur André Tricot, puisqu'il a justement participé au début de la semaine de la classe inversée dans cette excellente vidéo sur la complémentarité entre l'apprentissage en classe et à la maison, sur ce qu'il appelle l'effet d'attention partagée, alors qu'on peut appliquer justement à la capsule vidéo, et que cet effet d'attention partagée, il l'a aussi étudié par rapport justement aussi aux problèmes en mathématiques et par rapport justement à quelles sont les informations qu'on va mettre dans un document pour faciliter la compréhension. Il offre un certain nombre justement d'orientations qui nous permettent
justement de réfléchir à la surcharge visuelle et justement améliorer la compréhension et la mémorisation. Donc ça, je le mets en complément d'information. Alors, capsule ordinaire, je vais vous montrer, j'espère que le son va marcher, normalement j'ai partagé le son. Une capsule ordinaire, hein, c'est-à-dire que je propose à tous mes élèves, voilà, donc prêtez attention justement au débit, au visuel, bon, sachant qu'à l'époque déjà j'avais un petit peu réfléchi à la question. Thème 1, d'une mondialisation à l'autre, 18e, 19e siècle. La mondialisation est la mise en relation des différentes parties du monde. Souvent considéré comme un phénomène récent, il s'agit en fait d'un phénomène plus ancien en constante évolution. Pour les historiens, la première mondialisation débute au XVe siècle avec les grandes découvertes des Espagnols et des Portugais, comme par exemple Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique en 1492. Voilà, je vais m'arrêter là. Bien entendu, je ne vais pas vous faire écouter les 4 minutes 34 de cette capsule, hein, voilà. Bon, là, on est sur la capsule ordinaire et effectivement, je m'étais déjà questionné sur quel outil je pouvais proposer à mes élèves qui étaient en classe Ulysse. Hop, pardon, voilà. Donc, on va maintenant écouter une autre capsule vidéo, mais cette fois-ci, qui est dédiée à mes élèves qui étaient dans le dispositif Ulysse. Des élèves donc, qui, alors pour vous expliquer un petit peu aussi le fonctionnement, des élèves qui étaient de tout niveau, c'est-à-dire que j'avais des élèves qui allaient de la 6e à la 3e, et donc je voyais avec eux des thèmes communs. Voilà. Donc là, on avait sélectionné un certain nombre de thématiques hein, en lien avec l'histoire et la géographie, dont la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on va écouter, donc là encore une fois, prêtez attention pardon, au débit et au visuel. Bienvenue pour cette leçon sur la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Tu vas donc regarder cette vidéo pour compléter ta fiche. N'hésite pas, lorsque tu as des difficultés ou lorsque tu en as besoin, à appuyer sur la barre espace pour faire une pause et compléter ta fiche. La Seconde Guerre mondiale commence par les attaques de la puissance de l'Axe. L'Axe comprend 3 pays. Il s'agit de l'Allemagne, de l'Italie et ensuite du Japon que nous verrons plus tard. Voilà, alors là aussi je m'arrête, hein, inutile de voir la totalité de la capsule vidéo. Alors, vous aurez certainement remarqué que déjà, il y a eu une petite introduction qui n'était pas présente dans la capsule précédente, qui était justement le rappel que pouvaient faire des pauses et surtout, ils avaient une fiche à compléter. Je n'ai pas choisi le questionnaire classique, hein, voilà, QCM et numérique, mais plutôt un format papier. Cette fois-ci, alors ça, c'était notamment lié au fait que c'était des élèves qui n'étaient pas équipés chez eux. Et aussi parce que du coup, ça a évité à chaque fois de changer soit d'onglet, soit de fenêtre. Voilà, sachant qu'à l'époque, je n'avais pas encore un outil en fait, qui intégré, qui permettait de faire les deux en même temps. Voilà. Donc, il complétait la fiche et il pouvait faire des pauses. Et ça, c'est une différence majeure par rapport à la capsule précédente, que généralement les élèves écoutent d'un bloc et font le questionnaire après. Mais comme finalement ils mettent un nombre important d'informations en mémoire de travail, et surtout que leur mémoire de travail est beaucoup mieux entraînée et a un empan surtout mnésique plus important, alors notamment avec ces élèves, c'était vraiment la difficulté, c'était la mémoire de travail. Cette fiche leur a permis finalement de vraiment pouvoir mémoriser mieux et surtout retenir les essentiels que je voulais viser à ce moment-là. Alors, André Tricot en a parlé lundi dernier, finalement, on a un effet aujourd'hui avéré dans les recherches avec des posts et des pré-tests sur justement ces vidéos qu'on peut proposer à distance et sur notamment tout l'intérêt que nous pouvons avoir de proposer des pauses dans ces vidéos, soit par l'intermédiaire de documents à compléter, soit par l'intermédiaire de petits questionnaires visant à évaluer la compréhension. Et là, je vous invite à reprendre justement l'intervention d'André Tricot à ce sujet qui fait le point là-dessus.
Donc ça, c'est déjà une première adaptation importante et dont il faut être conscient lorsqu'on fait de l'inversion. C'est-à-dire que la capsule vidéo, avec des élèves à besoins éducatifs particuliers, se doit aussi d'être adaptée. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément dès le départ, avoir un effet positif, voire même ça peut, dans certains cas, finalement, être une difficulté supplémentaire. Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, l'idée, c'est quand même d'être à côté de ses élèves, donc mise en activité, c'est parti. Mais pourquoi faire, finalement? Alors, déjà, dans un premier temps, pour les observer. Ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que toute adaptation se base d'abord sur une observation. Alors, on va dire toute activité enseignante aussi, mais elle est d'autant plus importante avec des élèves à besoins éducatifs particuliers parce qu'on va voir qu'on va mettre en place des adaptations, c'est-à-dire qu'on va aller plus loin de la différenciation. Alors, quoi observer? Quoi évaluer? Nous, généralement, enseignants, on est vers le fonctionnement cognitif, voilà, la mémorisation, l'expression, l'attention, etc. Mais on peut aussi observer finalement tout ce qui constitue un élève et au-delà un enfant, le fonctionnement psychosocial, donc justement comment il respecte les règles de vie, les règles sociales, maîtrise de son comportement, fonction aussi psycho-affective, l'estime que l'élève a de lui-même, très importante, le fonctionnement instrumental, sensorimoteur ou la relation au cerveau. Alors tout ça, en fait, est à observer. Pourquoi? Parce que nous, généralement, ce qui nous intéresse, c'est le fonctionnement cognitif, et que ça, généralement, on le mesure très classiquement avec nos évaluations qu'on a l'habitude de faire. Mais cette observation aussi, finalement, elle se fait dans le quotidien de la classe, et donc il faut arriver à avoir cet environnement pédagogique qui permette de mener ces observations, notamment par rapport à la relation aux autres. Donc, ça veut dire qu'il faut placer les élèves en interaction, en action. Et là, dans ce cadre-là, la classe inversée le facilite. Je ne dis pas que c'est le seul moyen, mais elle le facilite en tout cas. Et c'est d'autant plus intéressant qu'avec un élève à besoin éducatif particulier, je prends par exemple un élève qui a une dyslexie depuis le plus jeune âge, généralement on a toujours, on le sait, des élèves qui s'épuisent. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent qu'ils ont ce trouble, on met en place un suivi, on met en place des adaptations, il y a des réunions, etc. Et des fois, on a souvent des élèves qui sont finalement on va dire, dans un échec ou du moins dans des difficultés en fait, régulières, répétées, qui font que la motivation parfois est un petit peu en berne. Et donc, si je vous parle de ces observations, c'est que des fois, nous, notre objectif visé, c'est le fonctionnement cognitif, c'est-à-dire améliorer, par exemple, je ne sais pas, la mémorisation. On dit, tiens, moi, je veux qu'il apprenne ces repères spatio-temporels dans ma discipline, mais peut-être qu'il va falloir travailler sur l'estime que l'élève a lui-même d'abord. Peut-être qu'il va falloir travailler sur le fonctionnement instrumental, ce qu'on appelle le domaine métacognitif, mobilisation des connaissances, la planification. Peut-être que finalement, c'est ça qui fait obstacle dans l'accès aux apprentissages. Alors, je vous montre ici des exemples d'adaptation. Alors, c'est en lien toujours avec les élèves dont je parlais au départ. En fait, bien entendu, on va observer pour mieux cibler des adaptations et pour que ces adaptations soient les plus pertinentes possibles. Il faut éviter, effectivement, comme je disais tout à l'heure, voilà, on prend une liste, voilà ce qu'il faut faire avec un élève 10, et hop, c'est parti, je transpose et je vais proposer ça à l'élève. Alors, on peut essayer, mais on peut finalement se retrouver, non pas en difficulté, mais finalement avec, et ça je l'ai déjà entendu de la part de collègues qui disent « Ah ben oui, mais je me casse la tête à organiser et à adapter, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. » Donc, il y a un épuisement des deux côtés, finalement. Donc, ça, c'est un document que j'avais proposé à un élève qui avait, vous le voyez, d'importantes difficultés de lecture. En fait, il était encore dans la lecture d'assemblage. Donc, voilà, la lecture qu'on pratique au CP, finalement. Et donc, vous avez le document en comics AMS, le texte notamment, qui est le texte, on va dire, classique, et l'adaptation plus bas avec la distinction syllabique, avec notamment les lettres muettes qui sont grisées, qui sont particulièrement perturbantes pour des élèves qui sont encore en situation en lecture d'assemblage. Alors, pour mettre en place ces adaptations, bien sûr, vous pouvez le faire avec un traitement de texte classique, mais c'est très fastidieux. Vous avez aujourd'hui des outils numériques qui permettent de le faire.
et que je vous conseille, le logiciel Disvocal, par exemple, hein, qui peut être pris en main par les élèves eux-mêmes. On peut créer des profils d'élèves, d'ailleurs. J'avais un élève qui s'en servait. Le ruban Word du cartable fantastique, alors qu'on intègre, bien sûr, si on a un Word sur son ordinateur, qui a la particularité d'offrir des adaptations ciblées, des outils ciblés en fonction des disciplines. On va retrouver l'histoire-géographie, on va retrouver les maths. Et donc, on a un certain nombre d'outils comme ça qui sont très pratiques et très efficaces. Et ensuite, vous avez le site Lire Couleur. Donc, Lire Couleur, là, c'est là encore une fois très simple. On est sur une solution en ligne. On copie-colle un texte, on met en place les adaptations, on copie-colle dans l'autre sens dans son traitement de texte. Alors là, on est sur de l'adaptation du support. Alors, on n'est pas obligé d'aller aussi loin dans l'adaptation du support, mais voilà, vous avez par exemple aussi là sur les dyspraxies visio-spatiales, par exemple le surlignage des lignes pour faciliter le repérage sur l'espace graphique. Et ce qui est important là-dessus, et j'insisterai, c'est d'y associer l'élève, c'est-à-dire que justement, on lui propose ce document, ce support, et on voit avec lui si c'est facilitateur ou pas. Et j'avais eu un élève qui avait choisi comme adaptation de support un arrière-plan vert, pardon, avec une police marron. Jamais de la vie, j'aurais pensé à mettre en place, moi enseignant, ce type d'adaptation. C'est l'élève qui l'a choisi et pour lui, c'était facilitateur. Et pour cela, il faut avoir justement ce temps de discussion, de concertation avec l'élève et d'observation dans le cadre de la classe. Alors là, c'est juste quelques éléments, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait par rapport à ces adaptations de documents que, par exemple, l'Arial, Comics AMS, Verdana, Taoma, Indica sont plutôt préconisés. Éviter les polices avec sérif type Times New Roman. L'augmentation des tailles aussi permet d'adapter, hein, on le retrouve dans les aménagements aux examens, et éviter l'italique, le gras ou le changement de couleur. Voilà. Donc ça, c'est des petits conseils. Il y a aussi, bien sûr, la police Open Dyslexique, hein, qui a la particularité d'avoir des jambages plus prononcés et qui, notamment, facilite la reconnaissance des lettres miroirs, hein, qui, justement, pose souvent souci auprès des élèves dyslexiques et par rapport à leur système inhibiteur. Alors là aussi, hein, je l'utilisais beaucoup, on le voit, hein, elle est présente là sur le document. Un jour, je l'utilisais justement pour une élève et elle m'a dit: Monsieur, est-ce que vous pourriez revenir à la police d'avant parce qu'en fait, ça me perturbe. Donc, comme quoi, finalement, cette police n'est pas la panacée, encore une fois, hein, c'est un outil. Et ensuite, il faut, nous, avec notre regard de pédagogue, finalement, déterminer la pertinence dans le cadre d'observation. Alors, je suis plus à côté de mes élèves aussi dans le cadre d'une classe inversée pour adapter les consignes. Alors là, on est dans une structure qui s'appelle UPE2A, donc unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants. Donc, nous sommes en France à ce moment-là. Et donc, j'ai une enseignante dans l'établissement qui prend en charge ces élèves un certain nombre d'heures et ils sont inclus ensuite dans différentes disciplines, dont par exemple l'histoire-géographie. Nous sommes en 5e et donc elle a fait un travail avec ce planisphère que vous voyez, où l'élève doit reconstituer son trajet, le trajet aussi de ses camarades. Et vous voyez ici, il y a tout un travail autour de la compréhension de la consigne, puisque ce sont des élèves qui apprennent à parler français, et l'utilisation ici, vous le voyez, de pictogrammes, découpe, colle, donc avec des verbes d'action ici. Voilà, donc tout le travail a été fait dans la structure UPE2A, dans la classe, dispositif, pardon, UPE2A. Et de mon côté, en géographie, j'ai repris exactement le même planisphère avec une activité différente, avec des consignes différentes, mais en reprenant justement, comme vous le voyez, les pictogrammes. Donc l'élève les avait déjà vus avant, et je parlerai tout à l'heure des compétences périphériques. C'est justement, en fait, elle avait déjà vu ces éléments-là, et donc je l'ai vu très rapidement se mettre au travail pour ensuite finalement réaliser moi ce qui m'intéressait, c'est-à-dire que de placer les pays qui connaissaient une forte augmentation de leur population, une faible augmentation, compléter la légende, etc.
Et donc, lever finalement le principal obstacle, qui était la compréhension de ce qu'elle devait faire. Voilà. Donc ça a été préparé, bien sûr, avec l'enseignante en charge du dispositif. Alors, d'autres exemples qui, cette fois-ci, autant celui qu'on a vu auparavant, il est plutôt spécifique, hein, finalement, on est là dans une démarche quasiment individuelle par rapport à cet élève. Autant là, on va avoir finalement la mise en place d'une différenciation qui va être accessible à tous. Et au final, c'est ce qui se passe en grande majorité aujourd'hui quand je mets en place une adaptation, c'est-à-dire que je la rends accessible au plus grand nombre. Ce qui enlève justement le débat entre égalité et équité, hein, c'est-à-dire qu'au final, liberté de choix est laissée aux élèves pour justement, là on va choisir le niveau de réalisation de l'activité. Donc ça, c'est en fait le travail par compétence avec 4 niveaux de maîtrise de la compétence. Ici, comprendre, analyser un document en histoire-géographie. Et, alors je suis désolé pour la définition de ce document, on a un document iconographique, c'est sur la révolution néolithique, même document pour tout le monde, un texte, le même texte pour tout le monde, là il n'y a pas d'adaptation en fait, ici particulière parce que ce n'était pas le besoin des élèves à ce moment-là, hein, je n'avais pas d'élèves particulièrement en besoin. Et ensuite, on va avoir 4 niveaux de réussite et qui sont laissés au choix des élèves, sur lequel ils vont finalement faire un choix et ils vont s'engager à réaliser tel ou tel niveau de l'activité. Et là, ce que je disais tout à l'heure, en fait, au début, c'est-à-dire qu'il ne faut pas enfermer l'élève justement dans son adaptation et lui laisser la possibilité de gagner en autonomie. Et là, par exemple, j'ai un élève qui restait pendant quasiment une année sur le niveau novice. Bon. Il était en très grande difficulté scolaire et toute l'année, le challenge, ça a été de passer au niveau apprenti. Bon. Ça a permis de le raccrocher aux apprentissages. Voilà, parce sinon, il était en échec scolaire. Voilà, si j'avais par exemple gardé que le niveau expert, en fait, il aurait réussi peut-être à faire la première. Les autres, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, le fait déjà de faire une progression en escalier, voilà, de donner cette possibilité-là aux élèves, donc leur permet de regagner confiance en eux. J'ai eu le même cas dernièrement par rapport au lycée, cette fois-ci, adaptation, mise en place d'un PAP seconde. Une élève qui bénéficiait d'intertemps, en fait, me dit que la majorité des enseignants enlèvent des questions dans le tiers-temps. Et elle me dit, c'est dommage parce que finalement, les questions qu'ils avaient enlevées, puisque c'est renseigné quelles étaient les questions qui avaient été enlevées, elle m'a dit, c'est dommage parce que je savais les faire. Et j'aurais eu le temps de les faire. Donc, au final, laisser le choix, quand on a un élève qui a effectivement un tiers-temps, laisser le choix, proposer un certain nombre de questions facultatives. Voilà, après, on reventile les points ailleurs suivant les questions que l'élève a choisies ou qu'il n'a pas choisies. Mais cette possibilité de laisser le choix permet à l'élève qui a des besoins éducatifs particuliers, finalement, de ne pas s'enfermer dans le trouble, par exemple, ou dans sa difficulté, et lui permet justement de trouver des stratégies, de développer des stratégies pour pouvoir gagner en autonomie. Alors, l'heure tourne, donc je vais accélérer un peu, hein, je ne vais pas pouvoir tout présenter. Là, c'est la théorie d'Hervé Benoît, justement, par rapport aux compétences périphériques. Ici, pour résoudre un problème mathématique, en fait, la compétence périphérique, c'est déjà la lecture du texte. Et c'était le cas pour mon élève allophone. Finalement, ce qui posait problème pour accéder à ma compétence cœur de cible, celle que je voulais viser moi dans mon enseignement, c'était la lecture du texte. Et donc, bien souvent, avec les élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est bien souvent sur ces compétences périphériques qu'on va agir. Je vous ai donné 2 exemples ici, par exemple en français. Ça peut être par exemple une fiche de vérification qui permet en fait de segmenter les tâches qui sont demandées. On sait que c'est très bénéfique pour les élèves qui ont des troubles de l'attention notamment. Ou ça peut être, ici vous voyez, une feuille de route qui est plus sur le savoir-être,
qui peut aussi finalement parasiter quelque part les apprentissages et la mobilisation de la compétence cible en question. Voilà, donc ça c'est des petits exemples justement et cette idée de compétence périphérique et de compétence cœur de cible. Alors là, j'ai terminé un peu par finalement d'autres éléments que j'aurais pu développer, mais on peut être aussi plus à côté des élèves pour préparer les évaluations avec eux. Faire des petits entretiens d'explicitation et travailler la métacognition, ça c'est extrêmement important avec les élèves à besoins éducatifs particuliers, mais aussi avec tous les élèves pour comprendre finalement leur fonctionnement cognitif, leur permettre de progresser sur le domaine psychoaffectif et psychosocial. Et donc, justement, on comprend mieux le fonctionnement cognitif de l'élève, mais pas seulement dans l'action, et pas uniquement au travers des résultats de cette action, c'est-à-dire l'évaluation finale, par exemple. Et c'est là où, justement, l'hybridation est intéressante, c'est-à-dire qu'elle, justement, elle permet de jouer sur l'environnement de classe et de permettre, justement, un peu plus de mise en activité. Alexandre Vallée, justement, avait parlé de la classe inversée comme étant une porte d'entrée vers les pédagogies actives. Bien entendu, ce n'est pas la seule, mais en tout cas, dans mon retour de pratique, c'est cet environnement pédagogique qui me l'a permis. Alors, je terminerai, ce qui nous laissera un petit peu de temps pour que vous puissiez poser des questions de vive voix. Je voulais conclure, je pense, avec quelqu'un d'important, Joseph Chovanec, qui est donc auteur, philosophe, donc qui a un trouble, alors lui, il n'aime pas le dire, syndrome Asperger, mais donc c'est un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, qui est très intéressant. Il a fait un TEDx qui s'appelle La comédie de la normalité. Alors, il date celui-ci, mais il y en a d'autres. Et vers la fin, il dit, je pense, d'ailleurs, parce qu'en fait, il parlait des élèves autistes, que les adaptations qu'on met en place pour les élèves avec autisme à l'école bénéficient d'abord à tous les enfants, aux autres enfants. Et au final, par rapport à mon point de départ, qui était justement ces deux élèves autistes et présentant des troubles du spectre autistique, et justement avec cette sensation de passer à côté d'eux, c'est à partir de ce questionnement-là, je suis venu à la classe inversée et ensuite que j'ai pu mettre en place une grande partie des adaptations que vous avez vues ici. Voilà. J'en ai terminé, moi, pour mon petit retour d'expérience. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume, de ton intervention. Plein de lumière, beaucoup de choses en fait raccrochées en un même moment, enfin en une heure de temps en fait, qui nous donnent à voir. Et j'ai envie de dire, oui, tu es enseignant d'histoire et géographie, mais tout ce que tu as donné, on pourrait le prendre au premier degré. Au second degré, en fait, à peu près n'importe où. Et je me permets de poser la première question, c'est pas très poli. Dans tout ce que tu nous as dit, notamment le dernier élément, en fait, dans la citation de Joseph, moi, ce que j'entends par résonance, c'est tout ce qui a trait à la CUA, conception universelle des apprentissages, que tu connais peut-être. Et ma question était, est-ce que tu t'en sers, en fait, pour scénariser tout ton travail ? Alors, très honnêtement, non, je n'ai pas. En fait, c'est tout ce que tu nous as dit, tu es complètement dedans. Et si tu disais, ce serait aucune surprise pour toi, en fait. C'est de t'apercevoir qu'en prenant en compte la diversité et les différences de nos élèves, le bénéfice, il est pour tous. Et qu'on permet une accessibilité. L'accessibilité, il faut la sortir des questions liées seulement au handicap ou aux élèves avec des troubles particuliers, mais en fait, elle sert à tout le monde. Bon, en tous les cas, merci. Puis je laisse qui veut poser des questions. Les interrogations. Je me permets de prendre la parole. Bonjour et merci. C'était très intéressant. Et puis, on voit qu'il y a une longue réflexion et beaucoup de travail derrière. Donc, ça montre un petit peu le chemin. Alors, moi, en étant à l'étranger, j'ai été confronté à des choses qui sont... Alors, une chose qui m'a surprise un petit peu au tout début de la présentation, c'est, tu dis, les surpropositions des spécialistes. Alors, je ne sais plus comment c'était formulé exactement, alors que
étant loin et avec la barrière de la langue, ça me manque énormément. Là, cette année, j'ai un élève qui présente des symptômes d'autisme et j'aimerais avoir quelque chose d'un spécialiste dans une langue que je peux comprendre. Donc, ça, c'était juste une petite remarque. Je voulais savoir si tu as déjà eu des cas où des élèves faisaient des documents que tu as adaptés au niveau juste de la présentation des documents. En fait, ça m'est arrivé, en fait, le regard des autres, la peur de la stigmatisation peut jouer. Alors, peut-être que dans les établissements à l'étranger, ce regard est peut-être plus présent qu'ailleurs, je ne sais pas. Oui, alors déjà, dans un premier temps, c'est effectivement, moi, je découvre aussi l'enseignement à l'étranger, hein, voilà, donc, et les particularités aussi de la mise en œuvre de l'école inclusive à l'étranger. Et effectivement, par rapport aux spécialistes, hein, comme tu le fais remarquer, c'est vrai qu'en France, on avait pu remarquer cette sursollicitation des spécialistes. Là, à l'étranger, effectivement, ça peut être parfois un besoin très important des enseignants parce que les bilans qu'on a hein, sont toujours très riches et nous offrent aussi des éléments, je pense, très intéressants. Je me rappelle d'un bilan de psychomotricienne sur l'utilisation des ordinateurs. Hein. Là aussi, qui peuvent être très complets sur la vitesse d'écriture à l'ordinateur et qui nous permettent de voir effectivement une ou non. Et ensuite, à ta question, oui, j'ai déjà eu des élèves qui ont refusé les adaptations. Et l'élève dont je parlais tout à l'heure, hein, qui n'avait pas le choix juste dans les questions de son évaluation et qui le regrettait, est une élève pardon, qui justement ne souhaite pas être stigmatisée. Alors, moi, la réponse que j'y ai pu apporter, mais voilà, qui n'est peut-être pas, qui n'est pas la seule, je pense, mais c'est, par exemple, d'avoir, au niveau des supports, de les proposer à tout le monde. C'est un petit peu l'idée, finalement, pour le handicap physique et pour accéder à un étage, voilà, pour franchir les 3-4 marches qu'on doit franchir en fauteuil roulant. En fait, la pente douce, tout le monde peut l'utiliser. Avec les adaptations finalement au sein de la classe, j'ai plutôt tendance à justement permettre cette accessibilité à tout le monde et ne pas cibler finalement, là j'ai montré les différents niveaux pardon, avec le passeport de compétences, ils sont accessibles à tous. Et finalement, l'élève en question n'a pas la sensation d'être stigmatisé puisqu'il peut se retrouver avec être sur le même niveau ou avec le même type d'adaptation. Voilà. Merci. Voilà, s'il y a d'autres questions. Question pratique, Oui. parce que moi je travaille aussi en classe inversée hein, et j'ai beaucoup de capsules que je fais voir à mes élèves. Alors j'ai pas pris toutes les précautions que tu as prises pour les adapter, juste tu utilises une plateforme particulière justement pour épurer tout ce qui est parasite autour ou... Non, pas. Bon, je régulièrement. Voilà, ça peut être Adobe Spark, ça peut être simplement, là j'utilise un logiciel de présentation classique avec capture d'écran. Après, c'est plus un travail autour du visuel. Moi, j'utilise beaucoup d'icônes, par exemple, voilà, issu du site Icon Finder, par exemple. Donc, voilà, par rapport à cette mise en forme, je n'ai pas vraiment un outil spécifique qui soit particulièrement ciblé sur les capsules vidéo. Alors même si Adobe Spark est très simple d'utilisation et justement, étant donné qu'on n'a pas des fonctionnalités très approfondies, on va dire que ça aurait tendance finalement dans la production à ne pas en mettre trop, mais justement, après, il a ses limites. Voilà. Je vais regarder dans le chat si... Des remerciements, Guillaume, des remerciements Oui, dans la c'est ce que zone je du chat, vois. parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de lumière pour chacun d'entre nous et que on a dû se voir à un moment donné ou à un autre face à des problématiques qu'on a eu à résoudre. On est persuadé que ça a résonné. Voilà. Après, si par rapport aux capsules vidéo, mais aussi par rapport au support, je pense que je
Oui, c'est bon, mon micro est toujours ouvert. Je pense que les travaux d'André Tricot sur la charge cognitive, voilà, il en a parlé dans sa vidéo justement, dans son intervention au début de la semaine de la classe inversée, sont très intéressants. Bon, il a beaucoup travaillé sur les mathématiques, mais ça offre quand même des éléments de réflexion intéressants sur justement la conception des supports. Et encore une fois, voilà, pas uniquement pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, mais pour tous nos élèves. J'ai une dernière question pour toi, Guillaume. Je vais donc enregistrer, je vais envoyer le replay à tous ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'il y avait quand même 90 personnes intéressées pour écouter ce que tu as dit et je ne doute pas que tout à chacun, en fonction de ses possibilités, regardera. Tu as mentionné en fait au début de ton intervention le site sur lequel tu positionnais avant d'avoir un ENT la totalité de tes éléments, histoire d'apprendre. Oui. Donc, j'imagine qu'on y retrouve un certain nombre peut-être de vidéos et de capsules. Oui, on retrouve des capsules vidéo. Alors, je ne les produis pas toutes, donc justement, je veux dire merci à Alexandre, par exemple, qui en produit beaucoup plus que moi. Voilà, et puis aux autres auteurs aussi que je mentionne à chaque fois. Et ensuite, vous pourrez retrouver aussi des exemples d'activités. Après, voilà, moi, je suis très partant pour la mutualisation. Donc, si jamais des collègues veulent rentrer en contact avec moi et veulent échanger, il n'y a aucun problème. Alors, ce que je te propose de faire, c'est dans l'email récap pour voir ton replay, je te mettrai en copie pour que tous les collègues qui le souhaitent puissent rentrer s'ils le veulent en contact pour des questions ou autres. Et puis, je rajouterai ton site, histoire d'apprendre. Très bien. Merci beaucoup.